La suite de notre édition spéciale, vous savez, consacrée à l'opération Rugissement du Lion qui en est à son 6e jour, l'offensive israélo-américaine contre l'Iran et ses tirs, ces attaques de missiles balistiques iraniens qui visent le territoire israélien. Comme promis, on va se pencher sur le rôle cette fois-ci de la France. On a senti hésitante depuis le début des opérations israélo-américaines. On va en parler avec Fabrice Leggeri qui nous rejoint. Bonjour et merci. Vous êtes député européen du Rassemblement national. Alors la France qui vient de donner son feu vert à l'utilisation de certaines de ses bases aériennes pour les Américains. D'abord un commentaire sur ça, mieux vaut tard que jamais, vous diriez ? Bonjour et merci de votre invitation. Donc effectivement, nous apprenons que le président Macron a permis l'utilisation de bases françaises aux Émirats arabes unis par les États-Unis dans le cadre donc de la protection aussi de notre allié qui est aux Émirats arabes unis, pour nous un partenaire très très important. Moi, je crois que, et vous le soulignez aussi en demandant mieux vaut tard que jamais, on sent que le président Macron finalement n'a pas donné suite encore à la demande du Rassemblement national qui est d'avoir en tout cas des entretiens avec les chefs des différents partis politiques. Nous sommes naturellement soucieux que les intérêts de nos compatriotes français dans la région soient protégés, que les intérêts stratégiques de la France le soient, et nous savons bien évidemment que pour Israël, la situation est un combat existentiel, et nous avons toujours au Rassemblement national souligné le droit d'Israël à exister en sécurité, et nous avons également souligné que le régime des mollahs en Iran est une dictature théocratique qui menace Israël, qui menace la région et qui menace le monde par son programme nucléaire. Donc ça, c'est vraiment notre ligne sur les événements en cours. Ouais. Alors justement, on parle d'un dossier qui est extrêmement sensible, une guerre qui est régionale, qui pourrait devenir mondiale ou partiellement mondiale. Et on comprend les hésitations de la France, évidemment, parce que diplomatiquement et politiquement, il y a une prise de risque. Mais est-ce que vous pensez que le rôle de la France et de l'Europe aujourd'hui, c'est de s'impliquer peut-être plus clairement dans ce conflit ? Si vous voulez, ce qu'on peut déplorer du côté des institutions de l'Union européenne, c'est que Madame von der Leyen brouille les cartes, s'exprime sur des sujets où elle n'a aucune compétence, alors qu'en réalité, il y a pour la Commission européenne peut-être des enjeux en termes énergétiques, en termes commerciaux. Et donc, de ce côté-là, nous attendrions, si une application de la Commission européenne doit avoir lieu, ce serait par rapport à ça. Nous avons, du côté du Rassemblement national, évidemment, bien à l'esprit les enjeux divers derrière cette crise, et en particulier, nous souhaitons que la France puisse être un élément, je dirais, de contribution à la stabilité de la région. Et encore une fois, notre ligne est très claire au Rassemblement national. Israël a le droit d'exister en sécurité. Israël a droit à la sécurité. Le régime iranien est une menace existentielle pour Israël. On vient de voir ces derniers jours que c'est aussi une menace pour l'ensemble de ses voisins, y compris donc des pays arabes dans le Golfe. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que la France puisse eh bien contribuer également à stabiliser définitivement, je dirais, la région en ayant ces objectifs très importants, la sécurité d'Israël et puis la sécurité de nos partenaires dans le Golfe, en particulier les Émirats arabes unis. Et vous pensez justement que ce constat que vous dressez aujourd'hui, l'actuel gouvernement l'a compris ? D'ailleurs, qu'est-ce qui changerait peut-être si vous aviez été en fonction au pouvoir en ce moment entre votre attitude potentielle et celle qui est actuellement celle du président français ? Quelque chose qui est important aussi dans notre ligne politique, c'est de dire que le peuple iranien doit évidemment pouvoir se libérer. Nous voyons bien qu'il y a une aspiration du peuple iranien à se libérer. Et pour nous, bien évidemment, la chute du régime des mollahs sera une bonne nouvelle, et nous n'avons pas peur de le dire. Et bien entendu, pour nous, il s'agit aussi de faire en sorte que les Iraniens puissent prendre part à leur libération lorsque la situation va s'y prêter.
Simplement, ce que nous regrettons, encore une fois, de la part du président Macron, c'est qu'il n'a pas rencontré les responsables politiques des grands groupes politiques, et notamment, il n'a pas donné suite à la demande exprimée par Jordan Bardella et Marine Le Pen d'avoir un entretien. Et je pense que ça permettrait du côté français d'avoir une vision plus complète dans tous les groupes politiques sur ce que fait exactement la France, ce que souhaite faire le président Macron. Mais en tout cas, pour nous, les lignes sont très claires. Sécurité d'Israël, libération du peuple iranien contre ce régime des mollahs, ce qui signifie aussi eh bien, la fin du régime, enfin la fin de la menace nucléaire, qui est une menace directe pour Israël, pour ses voisins dans la région, un déséquilibre total, et aussi une menace pour l'Europe et pour le reste du monde. Donc voilà nos grands éléments d'objectifs géopolitiques dans cette région. Ouais, donc l'Iran, effectivement, facteur de déstabilisation, et donc accompagner cet élan de la contestation iranienne autant que possible. On l'a bien compris. Exactement. Merci beaucoup à vous, Fabrice Leggeri, d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. On va reparler du facteur transport, évidemment, qui compte dans cette guerre qui en est à son 6e jour. On va retrouver Shani Guidalia, qui est en direct de Tel Aviv, dans le secteur de Savidor, carrefour des transports. Alors, la question, évidemment, Shani, c'est celle des 100 000 Israéliens qui sont actuellement bloqués à l'étranger. Il n'y avait pas beaucoup de solutions depuis le début de la guerre, évidemment, mais là, ça commence à se mettre en place. Israël qui se mobilise avec des solutions, des vols de rapatriement. Exactement, David. L'opération des rapatriements en Israël s'appelle Aile du Lion. Il y a eu plusieurs vols qui ont atterri aujourd'hui à l'aéroport Ben Gurion. Le premier vol qui a atterri, c'était un vol El Al en provenance d'Athènes avec à son bord 170 passagers. D'autres vols ont atterri depuis. Il y a encore 10 minutes, on a vu nous-mêmes un avion dans le ciel. Je ne sais pas encore si c'est un avion commercial, mais en tout cas, il y avait bien un mouvement aérien. Il y a eu dans la station Savidor plusieurs personnes aussi qui sont passées, qui revenaient de l'étranger. Elles n'ont pas voulu être interrogées à l'antenne, mais elles m'ont dit que la prise en charge par les autorités a été très efficace. Donc au total, il y a 17 vols qui ont atterri ou qui doivent encore atterrir aujourd'hui en Israël à raison de 2 vols par heure. Et il y a donc toutes les compagnies israéliennes qui sont mobilisées pour cette opération de rapatriement, c'est-à-dire El Al, Arkia, Israël et Air Haïfa. L'autorité des transports se prépare donc à gérer un flux un peu plus important, aussi bien des avions que des passagers dans les prochaines heures. Le but, c'est de pouvoir ramener évidemment tous les Israéliens qui sont actuellement à l'étranger à raison de 10 000 Israéliens jusqu'à la fin du week-end en tout cas. Ouais, gros dispositif, effectivement. Qui est prioritaire, Shani? C'est la question que se posent beaucoup de gens aujourd'hui, évidemment. Alors, les personnes prioritaires sont évidemment les personnes dont le vol vers Israël a été annulé. Concernant l'attribution des places, ça sera aussi par ordre de priorité, c'est-à-dire qu'ils donnent priorité aux personnes dans des situations humanitaires ou des situations médicales urgentes. Il y a également les personnes qui doivent partir d'Israël. À ce moment-là, la priorité sera donnée aux personnes, aux touristes étrangers, aux diplomates, aux participants du programme Taglit et aux situations humanitaires. En tout cas, pour les vols vers Israël, la priorité est donnée à toutes ces personnes. Et il est toujours possible, en revanche, de quitter le pays ou de revenir par Israël par voie terrestre au départ de l'Égypte ou de la Jordanie. Voilà, donc pour les infos pratiques concernant ceux qui doivent voyager, surtout dans le sens évidemment de sortie d'Israël. Merci beaucoup, Shani Guidalia. On retrouve en plateau Jonathan Serrero et Déborah Benayoun. Jonathan, beaucoup d'informations qui s'accélèrent à passer en vue avec vous. D'abord, concernant l'Iran, information importante, peut-être un début de division dans les rangs des forces sécuritaires en Iran? Information tout de même à prendre au conditionnel, avec des pincettes. Elle nous provient de Grande-Bretagne, du journal The Economist, et qui signale des premiers signes de mutinerie au sein de la police Bassaj et des gardiens de la révolution iranien. Ce seraient les premiers signes d'affaiblissement de ces deux forces de sécurité, des deux forces de sécurité principales de la République islamique. On sait qu'Israël frappe avec grande intensité, aidé bien évidemment par l'armée américaine, les bastions de ces deux forces de sécurité, les bâtiments et les symboles de ce régime
iranien depuis déjà maintenant 6 jours, depuis le lancement de cette opération Rugissement du Lion. Et il y aurait donc des premiers signes d'affaiblissement de ces deux forces de sécurité qui sont responsables de la répression des principaux opposants au régime iranien, David. Alors l'autre front, Jonathan, évidemment, c'est le Liban. On sait que Tsahal frappe très fort en ce moment, d'ailleurs, dans le quartier de la Daria, c'est le bastion du Hezbollah dans la capitale libanaise. Mais là, on parle aussi d'un déploiement apparemment de la milice, la force d'élite du Hezbollah, la force Radouane, qui serait en train de se déplacer vers le sud pour affronter peut-être directement les combattants de Tsahal. Oui, c'est une information qui est transmise par l'agence de presse Reuters, qui indique que des hommes de la force Radouane, de la force d'élite du Hezbollah, va être déployé dans cette partie du sud Liban, donc au sud du fleuve Litani. Cela rejoint de ce que nous disait Mathias Inbar il y a de cela quelques minutes. Donc, il pourrait y avoir des combats en corps à corps, ce que l'on a observé durant les 2 années de guerre, que ce soit sur le front libanais, sur le front nord ou dans la bande de Gaza. On sait que aussi Tsahal a renforcé ses divisions sur cette partie du territoire libanais. Il y a plusieurs divisions de Tsahal qui sont disséminées sur différents points stratégiques du sud Liban. C'était le sens aussi de l'action menée par l'armée israélienne. Cette ligne de défense qui est renforcée, comme le disait Mathias, pour protéger les localités israéliennes qui sont toujours prises pour cible, d'ailleurs, à l'heure actuelle, David, par des tirs de drones et des tirs de roquettes. Il y a eu des sirènes d'alerte qui ont retenti il y a de cela quelques minutes du côté de la ville de Kiryat Shmona, David. Ouais, l'une des villes les plus au nord d'Israël. Kiryat Shmona, déjà éprouvée durant les 2 années de guerre. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. Vous continuez à surveiller, évidemment, tout ce qui se passe sur tous ces fronts. On va retrouver notre expert défense, Mathias Inbar, qui est toujours avec nous. Mathias, rebonjour. Sur ce qu'on dit concernant le Liban, il y a un double risque, évidemment, que doit prévenir Tsahal. C'est celui des missiles. Écarter autant que possible cette menace des missiles qui pèsent pas seulement sur le nord. On a vu aussi des tirs plus vers le centre. Et puis, éviter aussi le scénario d'incursion terrestre du Hezbollah du type 7 octobre. Oui, et je peux vous dire qu'il n'y a pas que l'armée de l'air qui traque et qui recherche les lanceurs de missiles. Il y a aussi les forces au sol. C'est la raison pour laquelle les divisions 91 et 146 sont à l'intérieur à plusieurs kilomètres. Donc, c'est l'information du jour que j'ai pu obtenir de publier par la censure à plusieurs kilomètres au-delà déjà de la zone de défense à l'intérieur du territoire libanais. Et à l'intérieur de ces divisions 91 et 146, il y a des forces spéciales dont le but, bien évidemment, sans les citer, parce que ça, je n'ai pas le droit, d'aller chercher les cellules terroristes, d'aller chercher les Radouanes et d'aller chercher aussi les lanceurs de missiles. Il y a de plus en plus de cellules terroristes qui ont été envoyées par le Hezbollah pour sortir des débris vite visés par des missiles anti-chars des soldats, repartir sans être affectés. Donc il va falloir absolument du côté de Tsahal chercher la parade, parce que vous savez que ce type d'armes, des missiles anti-chars que possède le Hezbollah, ce sont généralement des cornettes, ce sont de confection russe de dernière génération et qui sont extrêmement dangereux parce que il suffit de quelques secondes, ça ne déclenche pas de bruit, c'est uniquement une source de chaleur et ça va chercher les soldats lorsqu'ils sont en plein avancement. Et au moment où je vous parle, effectivement, il y a des combats à l'intérieur du sud Liban et il va falloir, comme cela avait été le cas lors des précédents combats d'opérations terrestres élargies. À l'époque, les Radouanes avaient complètement reculé et certaines positions à peine étaient restées au sol. Là, visiblement, elles ont reçu, ces cellules terroristes, l'ordre des gardiens de la révolution qui ont pris le contrôle du Hezbollah de rester sur place et d'affronter Tsahal. Il tente donc le tout pour le tout face à Tsahal, avec donc l'appui aérien évidemment pour l'armée israélienne. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces précieux éléments. On vous retrouve tout à l'heure. Déborah Benayoun, on va parler aussi d'un aspect qui compte, c'est la durée éventuelle de la guerre, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'estimations qui se contredisent évidemment. Donald Trump a parlé d'une guerre au départ qui devrait durer 4 semaines. Là, certains médias parlent d'une durée beaucoup plus longue, même de plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ?
Alors, on va rester très prudent parce que ce sont des informations qui circulent notamment sur des médias comme Politico, puisque c'est ce que dirait soi-disant le Pentagone. Il semblerait que le CENTCOM aurait demandé au Pentagone de déployer des agents supplémentaires du renseignement militaire à son quartier général de Tampa, en Floride, pour soutenir des opérations contre l'Iran pendant au moins 100 jours, donc environ 3 mois, et même jusqu'au mois de septembre, ce qui veut dire donc a priori 6 mois. Selon un responsable américain, le Pentagone tente également d'envoyer davantage de systèmes de défense aérienne dans la région, en particulier des systèmes anti-drones plus petits, moins coûteux que le département a mis au point au cours des dernières années. Si ça se confirme, évidemment, c'est le premier appel connu qui a été lancé à par l'administration pour recruter du personnel supplémentaire dans les services de renseignement dans cette guerre, et ça signifierait évidemment une durée beaucoup plus longue que les 4 semaines que Donald Trump avait annoncé initialement. Il faut savoir aussi que tout cela arrive alors qu'il y a eu quand même déjà 6 soldats américains qui ont été tués au Koweït suite à une attaque de drone. L'incident avait d'ailleurs soulevé des questions en ce qui concerne la sécurité des installations qui semblaient normalement pouvoir résister aux roquettes, mais pas aux drones qui n'ont pas été interceptés. Donc évidemment, tout cela, il faut le prendre avec des pincettes, mais en tout cas, au moins 4 semaines, peut-être plus. Après, on ne sait pas encore si ça concerne aussi Israël ou peut-être seulement l'armée américaine. Ouais, à suivre, donc peut-être problème d'anticipation, voire d'évaluation. Ce sera corrigé sans nul doute dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Déborah Bennen. On va retrouver à présent notre correspondante à Paris, dans nos studios, Anna Papiashvili. Bonjour Anna, on parle aujourd'hui d'une réunion ministérielle d'urgence qui est consacrée à l'examen des répercussions des attaques iraniennes qui visent plusieurs pays du Golfe. Donc réunion de l'Union européenne et des États du Conseil de coopération du Golfe. Que sait-on concernant cette réunion qui tombe à pic, évidemment, pour les Européens ? Bonsoir David, oui, c'est une réunion en visioconférence entre les ministres des Affaires étrangères de l'UE et leur homologue du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Alors parmi ces États, il y a l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar. Évidemment, l'objectif, c'est d'évoquer la situation en cours au Moyen-Orient. Selon le Quai d'Orsay, le ministre français des Affaires étrangères, évidemment Jean-Noël Barrot, y participe. Et à cette occasion, le ministre réitère la solidarité de la France à l'égard de ses partenaires de la région. C'est une des priorités d'ailleurs de Paris que d'apporter son aide et sa coopération avec ses partenaires régionaux. Et puis également, le chef de la diplomatie française formule cet appel à la désescalade, évoque aussi la coopération en cours pour venir en aide à tous les ressortissants français présents au Moyen-Orient. Présent également à cette réunion, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, notamment pour parler de l'évacuation des ressortissants européens qui vivent dans cette région. Alors, le secrétaire général du Conseil de coopération des États du Golfe a précisé que ces consultations avec les partenaires régionaux et internationaux constituaient également une occasion de condamner les attaques attribuées à l'Iran qui ont visé des civils, des infrastructures et des représentations diplomatiques dans les pays de ce Conseil. Merci beaucoup, Anna Papiashvili. On parlera avec vous tout à l'heure de ce sondage édifiant concernant ce que pensent les Français justement de ce conflit. 86% des Français qui souhaitent la chute du régime iranien. Justement, nous sommes en ligne avec une opposante au régime, c'est Hilda Degani-Schmidt. Merci à vous de nous rejoindre également en direct, activiste iranienne et prix de la laïcité. D'abord, votre regard tout simplement sur l'évolution actuelle de la situation, tous ces raids effectivement israéliens et américains, y compris sur Téhéran. Est-ce que tout cela vous encourage ? On n'est pas encore tout près de la chute du régime, mais au moins, ses capacités de nuisance sont en train d'être nettement diminuées. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, particulièrement encouragée et particulièrement reconnaissante envers les soldats libérateurs israéliens et américains. Les témoignages qui nous arrivent, ce sont des témoignages qui indiquent que les forces de répression sont toujours très très présentes, mais désormais mobiles, ne se permettent même plus de rentrer dans les écoles, en tout cas de se rassembler dans des lieux fermés. Et donc, ils font des tournées, sont extrêmement fatigués, ils dorment dans leur voiture et à tour de rôle, ils essayent de faire leur travail de répression. Par contre, ils sont très violents et ils sont très présents. J'ai également eu la chance tout à l'heure d'avoir quelqu'un du nord de l'Iran, au niveau de la mer Caspienne,
qui me demandaient mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir chez nous, l'Iran, enfin on fait aussi partie de l'Iran, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils frappent. C'est le moment, ils sont épuisés et nous pourrions reprendre la suite dès qu'ils seront suffisamment affaiblis. Ouais. Donc oui, c'est vraiment un travail d'appui à la révolution que les Iraniens appellent de leur vœu pour renverser ce régime. Le coup de pouce tant attendu. Alors, concernant ce régime, on sait que c'est un serpent à plusieurs têtes. Khamenei est mort, mais il y a déjà Khamenei Junior qui commence à émerger, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça peut changer? Vous pensez que justement que le régime compte sur cette figure pour essayer de sauver la face aussi dans un premier temps? Moi, je pense que le régime ne croit plus en rien. Quand vous vous mettez à attaquer tous azimuts l'ensemble de vos voisins, y compris ceux qui étaient vos alliés proches il y a encore quelques jours, ça veut dire que vraiment vous n'y croyez plus vous-même. Après, dans tous les cas, les Iraniens ne veulent pas des figures de ce régime, qu'ils soient réformateurs, hein, soi-disant, comme M. Rouhani, dont des litres de sang dégoulinent de ses 2 mandats de présidence, et ou que ce soit la branche plus conservatrice. Voilà. Donc, dans tous les cas, les Iraniens n'en veulent pas. Il me semble également que le monde libre n'en veut pas. Je regrette tout simplement que l'Europe, et notamment la France, continue à laisser une porte ouverte à une quelconque négociation qui ne fait que retarder leur chute et qui nous laisserait potentiellement la possibilité de garder en héritage pour nos enfants le parrain du terrorisme mondial. Et en un mot, justement, pour conclure très rapidement, mais est-ce que vous pensez qu'il faut déjà penser à préparer l'après-régime? Ça se prépare dès maintenant, peut-être avec d'ailleurs Pahlavi? Oui, et c'est déjà prêt. Nous avons déjà un programme de transition. Enfin, je dis nous, c'est le prince a déjà mis à disposition de tous les activistes, dont moi et des gens de divers horizons, de gauche, de droite, des républicains, des monarchistes, sur la base de 4 consignes, dont la continuité territoriale, dont la démocratie et le vote, l'autodétermination par les Iraniens. Et dans ce cadre-là, il y a déjà un programme pour les premiers jours après le renversement. Des contacts sont pris, y compris avec des personnes à l'intérieur, pour que tout se passe au mieux dans ce cadre-là. Voilà, ça se prépare dès aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Hilda Degani-Schmidt, d'avoir été en direct, opposante au régime. Allez, un dernier détour par Dubaï, cette fois-ci, où on va retrouver Gilles Belaïch, qui est avec nous. Merci beaucoup, Gilles. Vous êtes président de rappel du groupe Financial et donc en direct des Émirats. D'abord, comment est-ce que vous vivez cette guerre? Parce que ce n'était pas prévu, on n'a pas l'habitude de ça du tout aux Émirats. Oui, c'est assez incroyable de voir le ciel avec des drones et avec des missiles et des systèmes anti-missiles et surtout des sirènes et des SMS qu'on reçoit assez régulièrement. C'est assez anxiogène, pas vraiment quand on vient d'Israël, mais quand on est expatrié ou quand on est touriste, on sent une chape de plomb, encore plus dans un contexte où les aéroports sont fermés et une seule, voire 2 frontières terrestres restent ouvertes. En termes de consignes, ça ressemble justement à ce qu'on peut vivre régulièrement en Israël. Par contre, on imagine qu'en termes de ressenti par la population, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas cette habitude de résilience. Non, il n'y a absolument pas cette résilience. Les gens ne comprennent pas pourquoi on vise Dubaï presque plus qu'à Abu Dhabi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bases militaires, voire aucune base militaire, mis à part vers Jebel Ali, qui est un peu à l'extérieur, et vers l'aéroport. Donc, il y a on est à 45 minutes de vol entre Téhéran et Dubaï, et il y a une forte communauté iranienne à Dubaï, particulièrement. 500 000 personnes, un demi-million de personnes qui sont présents historiquement sur les Émirats arabes unis. Et le premier partenaire économique mondial de l'Iran, c'est les Émirats arabes unis. Donc on comprend encore moins comment l'argent et la transaction ne génèrent pas au moins la quiétude et une sorte de wildcard pour ne pas être bombardé comme les autres voisins. C'est ça qu'il y a de bien avec vous, Gilles, c'est qu'on peut parler du factuel et aussi d'économie. Et faut-il le rappeler, les enjeux en ce moment sont mondiaux. Ça ne concerne pas seulement les Émirats et les pays du Golfe, c'est vraiment l'ensemble de la planète qui peut être affecté par les secousses et même les répliques de ce qui se passe au niveau tectonique dans la région.
Oui, la réalité, elle est bien sûr très importante au niveau mondial. On l'a vu sur la partie pétrole, mais on voit aussi que tous les marchés européens reculent, mis à part Israël, et qu'on a aussi des enjeux sur les projections à venir. Aujourd'hui, les Émiratis sont très inquiets de préserver cette image de quiétude, d'être la Suisse du Moyen-Orient. Les gens ont peur que l'argent n'afflue plus vers les Émirats arabes unis et surtout que l'on perde tous ces investisseurs. C'est aujourd'hui une croissance de 5% au niveau du PIB des Émirats arabes unis, donc presque le double de la moyenne mondiale. Et ça a été au prix de plusieurs années de quiétude. On se rassure en disant que les Émirats ont traversé le Covid brillamment, bien mieux que les autres, mais on reste très inquiet. Et les Émirats, c'est un hub avant tout, un hub vers l'Afrique et un hub vers l'Europe. Et c'est ce qui fait que quand les Émirats tremblent, c'est une partie de l'économie mondiale qui tremble. Effectivement, et c'est ce qu'on voit ces jours-ci. Les Émirats qui ont donc essuyé des tirs iraniens. Et oui, merci beaucoup Gilles Belaïch en direct de Dubaï. Merci à vous, c'est la fin de cette édition spéciale. Restez avec nous, il y en a d'autres juste après. L'info continue évidemment sur i24.